Bien, je vais vous proposer une approche parallèle, quelque peu différente. Je signale en passant que si la notion d'alter juif vous intéresse, vous retrouvez en libre accès tout le numéro de Controverse, controverse au pluriel.fr. Vous avez tous les articles, tous les textes. Depuis la deuxième intifada, ça n'a pas vieilli du tout, ce qui est fascinant. Et en fait, je me souviens d'avoir été invité un jour à France Culture ou je ne sais plus quoi, pour un livre que j'avais collecté mes articles sur l'antisionisme et le nouvel antisémitisme. Et un des journalistes dit, peut-être nous avons foiré en ne parlant pas suffisamment de cette dimension-là. Bien, en fait, je voudrais partir de l'idée que l'attaque globale à laquelle le peuple juif est confronté engendre en son sein une crise identitaire. Une crise très conflictuelle dont nous sommes tous les témoins. Je vous renvoie au phénomène des Shé-Avarim, les ex-général, ex-chef de l'État, etc., dont les prises de position défraient la chronique en Israël. C'est-à-dire qu'en fait, l'attaque et l'adversité que nous rencontrons au dehors engendrent le même phénomène au dedans. Et il y a un lien intrinsèque entre les deux dimensions. Et je voudrais tenter d'en comprendre le sens à partir d'une nouvelle injure apparue dans la confrontation publique, l'injure de messianique, Meshichim. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, on ne l'entendait pas auparavant. Cette injure est destinée à qualifier et à disqualifier l'adversaire et l'exclure de toute respectabilité, comme celle parallèle de fasciste, par exemple. C'est la même catégorie. Notre ami... Oui, donc il faudrait étudier aussi l'usage de l'adjectif fasciste. Alors, l'analyste remarque d'abord l'extraordinaire inculture de celui qui profère une telle injure, qui donne à prendre d'ailleurs la mesure de la défaillance de l'enseignement de l'histoire et de la culture juive dans l'éducation israélienne. Car le messianisme juif a été la principale force de l'histoire juive dans les situations les plus adverses. Il a par ailleurs inspiré 2 religions mondiales, et c'est son énergie qui a porté la continuité juive et jusqu'à la naissance du sionisme politique, après bien des détours. C'est d'ailleurs ce qu'avaient bien compris les émancipateurs de la Révolution française. Dans le débat à l'Assemblée constituante en 1789, un des derniers problèmes qui se posait à eux pour reconnaître la citoyenneté aux Juifs comme individus, c'était qu'en fait, voilà, je vais vous citer une phrase du débat de la constituante, l'idée d'être un jour vainqueur de ses ennemis, attendant un Messie, a été la cause radicale qui s'est opposée à l'incorporation des Juifs avec les nations qui les ont reçus dans leur sein. Donc en fait, le roc du messianisme comme étant le garant de la continuité juive. Une autre citation du député de Lorraine, une tribu dont les yeux se tournent sans cesse vers la patrie commune, qui doit un jour réunir tous ses membres dispersés et qui ne peut en conséquence vouer aucun attachement à la terre qui la porte. Donc en fait, le messianisme juif comme l'ultime menace sur la possibilité des Juifs d'acquérir la citoyenneté, mais à l'état d'individu. Pour comprendre comment on en est arrivé dans le débat politique contemporain israélien à évoquer le messianisme comme dérision, il faut faire une généalogie de la situation présente. Au départ, la gauche israélienne, c'est-à-dire les travaillistes au pouvoir, était sioniste. Elle possédait le pouvoir dans le cadre d'un alliage sociétal comprenant aussi le sionisme religieux, le côté pionniériste qui caractérisait alors l'existence d'Israël y était pour beaucoup. Il y avait des kibboutz religieux et le Mafdal, le parti national religieux, faisait partie de toutes les coalitions au pouvoir. Cet alliage a éclaté avec la hitnatkut, un terme bizarre, l'auto-coupure. On s'auto-coupure, c'est étonnant. En 2005, sous le gouvernement d'Aric Sharon, qui pour assumer
les fâcheux accords d'Oslo 93-95 en vue d'un État palestinien à venir avaient déraciné les implantations majoritairement sionistes religieuses qui s'étaient implantées dans la bande de Gaza. L'alliage des premiers temps commença alors à dépérir. D'un côté, une gauche de moins en moins sioniste, voire plus tard post-sioniste, et d'un autre côté, un sionisme religieux qui se développa dans la société avec la venue d'une vague d'aliyah importante, d'une nouvelle population, celle qui fut définie comme le second Israël, qui ne fut pas intégrée dans l'élite dominante, dont les She'avarim d'aujourd'hui, les ex, sont la figure de proue. En fait, les ex, c'est un ensemble de personnages qui ont eu des postes publics très importants et qui condamnent la réalité d'Israël aujourd'hui à tous les points de vue, dans tous les sens du terme. Cette évolution prit forme avec la montée au pouvoir du Likoud, qui avait toujours été écarté du pouvoir travailliste. Un New Deal qui fut défini comme le renversement à Mahapar en 1977 de l'État travailliste. Les élites de gauche s'éloignèrent de plus en plus du sionisme socialiste et a fortiori de la question restée sans réponse forte du statut du judaïsme dans l'État et par rapport à l'État, mais aussi de la place faite au second Israël. Le post-sionisme qui fleurit dans ses rangs annonçait la régression du projet israélien à un néo-diasporisme pré-sioniste, aspirant à s'inscrire dans les perspectives nouvelles des sociétés occidentales, le postmodernisme, la mondialisation, tandis que les sionistes religieux s'opposaient à cette évolution en Eretz Israël en développant le pionniérisme en Judée-Samarie. Remarquons à ce propos que leur sionisme se vit rétrogradé jusque dans les mots de l'idéologie dominante. On distingua ainsi entre kibbutz, assemblée, et itnachalut, implantation. Les mitnachalim devinrent des colons, c'est-à-dire dans la réprobation, là où auparavant ils étaient des pionniers des kibbutz socialistes. La société se restructura objectivement sur la base de critères ethniques, politiques, religieux, etc., sans faire apparaître cependant de nouvelles élites. La venue au pouvoir de la coalition de droite sous Netanyahou marqua en 2022 un tournant. La gauche, l'ancienne élite, n'accepta pas le verdict des urnes. C'est ce qui donna lieu à la protestation, la Mecha. Je ne traiterai pas ici de son idéologie, qui mérite d'être étudiée, mais je soulignerai son caractère gauchiste, quasi anarchiste, dont on trouve une correspondance dans le phénomène français des LFI, la France insoumise. Il y a un parallélisme fascinant. Le trait principal de cette idéologie est l'essentialisation de la démocratie que ses supporters opposent à la démocratie procédurale, c'est-à-dire électorale. En un mot, l'idéal démocratique se voit opposé au régime démocratique. Le régime démocratique exige l'élection, la majorité par élection, mais l'idéal démocratique, c'est un idéal lointain qui ne se réalise pas, qui a besoin de se réaliser sans cesse. Et ici, alors, on a pu ainsi entendre en Israël des représentants de petits partis, 10 députés sur 120, etc., comme le général Eyal Golan ou comme Yair Lapid, qui ont pu s'exclamer, et je cite, « Nous sommes la majorité ». La majorité essentielle. L'essentialisme démocratique est incarné par des gens qui ne sont pas portés par la procédure électorale. Et ça, c'est tout à fait commun aux néo-gauchistes européens, notamment en France, c'est manifeste à ce niveau-là. Je dirais que la protestation reflète la révolte de l'ancienne élite. Ce n'est pas la révolte des misérables, des pauvres, mais de ceux qui étaient au sommet de l'élite, qui a perdu le pouvoir et cherche à le garder en contestant et en délégitimant le pouvoir actuel par un subterfuge qui oppose le pouvoir judiciaire au pouvoir législatif pour phagocyter tout acte politique du gouvernement au pouvoir. En vérité, la crise que connaît Israël est bien plus profonde
qu'une crise sociétale et politique. C'est une crise qui concerne les fondements même de son existence, à savoir le projet sioniste de normalisation de la condition juive. Ce projet que le 7 octobre a mis à nu quand la haine du juif s'est emparée à nouveau de la scène de l'histoire de la normalisation. Ça n'aurait pas dû arriver dans le projet du sionisme, un événement de ce type-là. On se rend compte de son éruption en général en définissant le système de croyance de l'élite au pouvoir comme la conceptia. C'est le système de croyance de l'élite au pouvoir qui n'est plus l'élite, mais qui conserve une partie du pouvoir. La conceptia, un mot calqué sur une langue occidentale pour bien montrer sa dimension d'étrangeté, une représentation du monde erronée qui s'est avérée incapable de prévoir une attaque du type de celle d'avant le sionisme, alors que le sionisme avait l'ambition de faire des juifs les maîtres de leur destin. Donc en fait, l'attaque du 7 octobre a ébranlé le projet de la normalisation. Nous sommes comme tous les peuples, nous arriverons à une paix avec les Arabes, etc., etc., etc. La conceptia n'a pu ni prévoir, ni comprendre le sens de ce qui portait atteinte à son fondement moral, la normalité de la condition juive, le plus jamais ça, et le rêve d'une coexistence pacifique, Oslo oblige. L'impasse toujours actuelle de la réunion d'une commission d'enquête qui fasse le clair sur ce qui s'est passé illustre cet état de fait, ce marasme psychique. Que s'est-il passé effectivement le 7 octobre ? Le massacre a ébranlé la reconnaissance de l'humanité dans le juif. Un massacre perpétré par tout un peuple, les Gazéens, et le traitement qu'il a réservé aux Israéliens, jusqu'à dépecer les cadavres des femmes, des hommes, des enfants qu'il venait d'assassiner. Ce crime s'inscrit dans la même lignée que les nazis, qui avaient fait des abat-jours de la peau des Juifs et des perruques de leurs cheveux, en l'occurrence, une chosification de la personne humaine. En somme, le projet de la normalisation s'est vu battu en brèche. Le juif victime éternelle réapparaissait dans la négation de son humanité, et avec lui les illusions d'Oslo qui étaient allées si loin que les Israéliens avaient accepté de jouer les petits facteurs de l'argent du Qatar qui aiderait le Hamas de Gaza à gérer la bande de Gaza de façon à garder la paix, alors que ces sommes considérables furent consacrées à la construction de 900 km de tunnels qui ont fait de Gaza une gigantesque machine de guerre. Le sionisme normalisateur, qui n'avait pu imaginer que l'islam pouvait vouer une haine si profonde aux Juifs, se voyait renvoyé à l'adversité abyssale de l'exil. Et là, dans cette adversité, les Juifs découvraient que l'Europe non plus n'était pas la terre du plus jamais ça. Au lendemain de ce drame, comme je l'ai dit dans mon introduction, la compassion immédiate et fugace pour l'Israël agressé du 7 octobre se retournait en condamnation, délégitimation, exclusion, pariaisation de l'Israël du 8 octobre au nom du souci humanitaire pour les civils innocents, l'humanitaire en faveur des agresseurs, chassés, l'humanité des victimes juives, résumée dans l'accusation générale de génocide et surtout génocide des enfants. Aujourd'hui, la Mecha'a, la protestation, a fusionné avec une partie de la mouvance des familles des otages et de leurs sympathisants qui manifestent tous les soirs et jouissent d'une véritable organisation. Cette situation est née, en fait, d'une impasse stratégique réelle dans laquelle se trouve pris l'État, sommé de choisir entre l'éradication du Hamas et la libération des otages. Une situation dans laquelle une légitimité de type victimaire, la mémoire de la Shoah, entre en conflit avec la légitimité inhérente à la souveraineté politique. Pour conclure, je crois que nous vivons la fin d'un temps, qui est la fin du projet de normalisation, d'un âge du sionisme, mais qui nécessite d'être dépassé. Un temps qui existe de nous,
la force d'une refondation spirituelle, intellectuelle, culturelle et religieuse qui sera la réponse à la résurgence de la haine. Merci.